Aujourd'hui, dans les zones urbanisées, ce sont jusqu'à 50% des sols qui sont imperméabilisés. L'eau de pluie ne s'y infiltre plus et en cas d'orage violent, ce sont des milliers de mètres cubes d'eau qui ruissellent, provoquant ainsi des inondations dans les quartiers exposés. Bienvenue dans le centre de supervision du SIAGE pour cette deuxième édition d'H2O consacrée à la gestion des eaux pluviales. Aujourd'hui, pour aborder les problématiques liées au ruissellement, deux invités. Catherine Coënon-Millier, responsable du service assainissement et aménagement durable au sein du SIAGE. Bonjour. Et Thierry Métraud, dirigeant du bureau d'études ATM, spécialisé dans la gestion de l'eau. Bonjour. Mais avant de les écouter, je vous propose de découvrir un sujet qui va vous exposer les principales problématiques liées aux eaux pluviales. À une date encore récente, la région parisienne était assez peu urbanisée et comptait de vastes zones agricoles ou du moins peu dénaturées. Puis Paris a débordé de ses limites et la proche puis la moyenne couronne se sont densifiées, urbanisées, imperméabilisées. Un sol imperméabilisé est un sol qui, recouvert par un bâti ou par un revêtement, empêche l'eau de pluie de s'infiltrer. Cette eau qui ne peut plus s'infiltrer ruisselle, et pour remplacer ce que la nature ne peut plus faire, l'homme doit installer de complexes et coûteux réseaux d'eau pluviaux destinés à recueillir ces eaux pour les conduire jusqu'à la rivière. À titre d'exemple, une ville comme Draveil génère 3000 m3 d'eau usée par jour, mais une simple pluie de 5 mm sur le territoire de la commune génère quant à elle 7000 m3 d'eau pluviale et un orage violent 60 000 m3, 60 000 tonnes d'eau, soit 6 fois le poids de la Tour Eiffel. L'imperméabilisation ne cesse de progresser en Europe. Près de 250 hectares par jour. Mais au-delà du caractère spectaculaire de ce chiffre, quelles en sont les conséquences? Catherine, pouvez-vous nous en dire plus sur cette question? Alors j'aborderai 3 conséquences liées au domaine de l'eau. La première, pour laquelle j'ai pu être sensibilisée assez rapidement, c'est la conséquence inondation. Dès que la pluviométrie augmente, c'est le branle-bas de combat. Les services s'organisent, y compris en astreinte, pour répondre aux usagers. On se rend compte qu'on est assez démunis pour leur répondre car on ne peut pas transmettre une réponse instantanée et cela demande pas mal de temps d'études et de travaux. La deuxième conséquence à laquelle j'ai été sensibilisée grâce aux services qui gèrent le milieu naturel, c'est la conséquence pollution. Pollution du milieu. En effet, le ruissellement sur les surfaces imperméabilisées entraîne l'ensemble des polluants vers l'exutoire, vers le cours d'eau, en quantité assez importante. Voilà, la troisième conséquence, que j'aborderai plutôt de manière personnelle, c'est la problématique de recharge des nappes phréatiques. En effet, en région parisienne, on a cette chance d'avoir nos pieds posés sur une énorme réserve d'eau. On oublie parfois que cette réserve d'eau est rechargée par l'eau du ciel. Le fait de mettre cette barrière par l'imperméabilisation des surfaces crée une rupture de l'alimentation entre l'eau du haut et puis la réserve du bas. Voilà, effectivement, on peut quand même avoir une alimentation ultérieure par le biais des cours d'eau, mais elle est moins importante et surtout, qu'en est-il de la qualité des eaux qu'on apporte à cette nappe? Merci Catherine. Et vous Thierry, donc sur les conséquences de cette imperméabilisation? Une des premières conséquences, c'est les inondations, c'est-à-dire que l'eau ne peut plus s'infiltrer du fait de cette imperméabilisation. Du coup, elle ruisselle, elle va dans les points bas. Et même si la pluie n'est pas exceptionnelle, par exemple une pluie très importante, celle qui fait des grosses inondations, c'est que 4 cm d'eau qui tombent. Ces 4 cm d'eau, si elles s'infiltraient directement dans le sol, ce ne serait pas un problème. À partir du moment où elles ruissellent et elles retrouvent des points bas dans la ville, ça fait des énormes volumes d'eau. Ces 4 cm multipliés par la surface de la ville devient un problème d'inondation importante lié à l'imperméabilisation. Merci Thierry pour ces précisions. Alors, comme nous pourrons le voir, les conséquences de l'imperméabilisation n'ont rien de théorique. Parmi celles-ci, la plus importante est l'augmentation significative du risque d'inondation de surface. Ces dernières années, les phénomènes orageux très intenses se multiplient, amenant sous nos climats des pluies comparables aux orages tropicaux, c'est-à-dire très brefs, très violents et très localisés.
Par exemple, le 28 mai 2012, plus de 66 mm sont tombés à Draveil sur les quartiers Villa, Mainville et Prévoyance, endommageant plus de 280 bâtiments. 66 mm de pluie, c'est-à-dire 65 litres par mètre carré, correspondent à plus de 2 mois de précipitations, 2 mois de pluie en 4 heures. Ces données sont collectées par Météo France, mais également grâce à un réseau de pluviomètres. Relié à la salle de supervision du SIAGE, ce réseau permet de mesurer en temps réel les niveaux de précipitation sur le territoire du syndicat. Ici, vous êtes au sein de la supervision du SIAGE, dont vous avez entendu parler pour la gestion des barrages. Cette supervision a aussi un autre rôle, c'est de suivre en direct l'évolution des phénomènes naturels tels que la pluviométrie, qui impactent fortement sur le degré de sollicitation des ouvrages de stockage d'eau pluviale. Ces stockages d'eau pluviale sont aussi gérés à partir de la supervision du SIAGE, qui nous permet de savoir en temps réel quel est le degré de sollicitation de ces ouvrages par temps de pluie, en temps d'orage. Les données sont stockées au sein de la supervision et nous permettent ensuite de les exploiter dans le cadre d'événements critiques ou d'événements particuliers tels que les orages, afin de savoir si ces ouvrages sont correctement dimensionnés ou non. Si la télégestion permet de mesurer le niveau de précipitation, elle ne permet malheureusement pas d'en atténuer les dégâts. La violence exceptionnelle de ces orages suffit-elle à expliquer ces inondations? Thierry, pouvez-vous nous livrer votre analyse sur cette question? Évidemment, s'il y a un très gros orage, ça peut expliquer une inondation, mais je pense que ce qui est surtout important de savoir, c'est la manière dont on a fabriqué la ville depuis les années 50 qui fait que ça augmente ce risque d'inondation. Et comment est-ce qu'on construit la ville depuis les années 50 ? Eh bien, c'est que cette imperméabilisation, elle est raccordée au réseau systématiquement. Ça veut dire que dès qu'on construit une maison, dès qu'on construit un parking, dès qu'on construit quoi que ce soit, on raccorde systématiquement les eaux pluviales au réseau d'assainissement. Et donc l'eau va beaucoup plus vite dans les points bas. Ça va aussi avec le fait qu'on a aussi busé, canalisé les rivières en milieu urbain. Et donc là aussi, l'eau qui coule dans les rivières va beaucoup plus vite dans les points bas. Et donc c'est cette notion de vitesse, cette notion de rapidité que va mettre l'eau pour aller d'un point haut à un point bas qui va faire qu'on va avoir des phénomènes d'inondation importantes. Et vous, Catherine, est-ce que vous pouvez confirmer ce point de vue sur le territoire du SIAGE notamment? Un orage peut toujours arriver et forcément viendra submerger nos ouvrages. Après, on prend une photo à un moment donné sur laquelle on essaye de résoudre les problématiques inondation, pollution qu'on peut avoir sur notre territoire. Malheureusement, à un moment donné, nos hypothèses de départ se retrouvent rattrapées par tous ces nouveaux aménagements et nos ouvrages sont toujours sous-dimensionnés. Alors les acteurs de l'eau se sont penchés sur la question et clairement, il en est ressorti des solutions plus proches du cycle naturel de l'eau, avec notamment beaucoup de solutions par infiltration. Et ça permet à chacun à son niveau, donc en tout point du territoire, au lieu d'avoir juste une solution à l'aval gérée uniquement par la collectivité, d'avoir chaque usager qui gère un petit bout de la problématique à son niveau. Voilà. Alors évidemment, c'est pas toujours possible de manière aussi idéaliste à chaque endroit du territoire, mais néanmoins, on voit que en partant sur ce principe-là, chacun apportant sa pierre à l'édifice, la collectivité ne se trouve plus dans un cercle vicieux, à toujours être en train d'essayer de rattraper le temps qui passe. Merci Catherine. Donc l'approche réactive, qui consiste à construire sans cesse plus de tuyaux, sans cesse plus d'ouvrages, est une approche inflationniste par définition. Et cette approche doit trouver ses limites. Il faut lui préférer aujourd'hui une approche plus préventive, ce qu'on appelle le zéro rejet. Le zéro rejet, c'est l'ensemble des pratiques consistant à traiter l'eau de pluie au plus près de l'endroit où elle tombe, plutôt que de la laisser ruisseler. Il existe 3 grandes familles de solutions. Stocker, infiltrer, désimperméabiliser. Le stockage consiste à piéger la pluie au niveau de la parcelle et à la conserver en vue d'une infiltration ou d'une utilisation ultérieure.
L'infiltration qui consiste à recréer le cheminement des eaux pluviales. Enfin, la désimperméabilisation qui revient à supprimer la cause même du problème en modifiant la nature de la surface. On voit donc que les solutions existent. Mais ne risquent-elles pas d'être coûteuses ou difficiles à mettre en œuvre? Catherine, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Alors, tout d'abord, il faut voir que les solutions de gestion des eaux à la source ne constituent plus un ouvrage monotâche, comme on avait l'habitude de le voir, soit pour gérer les inondations, soit pour gérer la pollution. Aujourd'hui, on a des ouvrages multitâches. Alors évidemment, pour concevoir ce type d'ouvrage, ça demande un peu de réflexion dès l'amont du projet. On ne peut pas l'intégrer à la dernière minute. Voilà, si on prend le cas d'un parking, par exemple, un parking classique, on voit l'ensemble de ces eaux vers des avaloirs, qui vont vers un réseau avec des regards de visite, etc. Un parking avec une gestion un peu alternative des eaux, pourquoi ne pas profiter de la couche de granulat qu'on a de toute façon en base sous le bitume pour stocker les eaux. Voilà, du coup, dans un même ouvrage, on peut avoir l'usage initial de l'ouvrage, donc fonction de parking, et une gestion hydraulique. Donc là, financièrement parlant, c'est difficile de dire qu'on a un ouvrage plus coûteux in fine que ce qui était prévu à la base. Merci Catherine. Thierry, vous confirmez cette approche évoquée par Catherine? Oui, tout à fait. En fait, un ouvrage enterré reste beaucoup plus cher qu'un ouvrage à ciel ouvert. Même si il faut dire aussi que plus le dispositif à ciel ouvert va être intégré à l'aménagement urbain et va être très urbain, avec du mobilier urbain, avec des matériaux plus nobles, il va gagner en coût, il va être plus cher que dans un milieu très périurbain, voire rural. Mais ce qu'on peut dire, c'est que même en milieu urbain dense, là on a besoin d'avoir des dispositifs en fait, où il va y avoir beaucoup d'usages. Pour le prix d'un bassin enterré, on a un espace public financé avec tous ces usages, avec les bancs, avec les candélabres, avec la fonction hydraulique, le stockage, voilà, avec tout. Donc voilà, avec un budget assainissement, en quelque sorte, un budget gestion de l'eau de pluie, on finance un morceau de ville. Merci Thierry. Donc les solutions existent, elles peuvent être mises en œuvre à tous les niveaux, qu'on soit une collectivité, une entreprise ou même un simple particulier. Et pour illustrer ce que nous venons de dire, nous allons tout de suite vous proposer quelques témoignages qui vont vous démontrer que la question de l'infiltration n'est pas tant une question de coût qu'une question de créativité et qu'une question de capacité à sortir du cadre. Nous sommes place Saint-Médard à Brunoy. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le SIAGE peut mettre en œuvre différents types de bassins de rétention. Donc ici, sous nos pieds, se trouve un bassin de rétention enterré en génie civil en béton d'une capacité de stockage de 500 mètres cubes. Donc un bassin de rétention, comme son nom l'indique, sert à retenir les eaux pluviales. Dans ce cas précis, l'événement orageux va être contenu dans ce bassin de 500 mètres cubes pour être restitué lentement à la fin de cette pluie vers le milieu naturel. Donc 500 mètres cubes, donc 500 000 litres, et ça permet de contenir un orage exceptionnel qui représente à peu près une pluie qui tombe habituellement en 3 mois et là qui va tomber en 30 minutes. Nous pouvons voir ici à Draveil une autre solution pour mettre en œuvre les bassins de rétention permettant de lutter contre les inondations. Le bassin à ciel ouvert donc, permet d'intégrer dans le paysage cet ouvrage et également d'allier l'utile à l'agréable parce qu'autour effectivement nous pouvons voir un cheminement piéton qui permet aux habitants de profiter de cet espace. Et d'autres avantages de ce bassin, c'est qu'on va favoriser l'infiltration des eaux pluviales. On va également, favoriser l'absorption par les végétaux qui le composent de ces eaux pluviales et également l'évapotranspiration. Donc en respectant le cycle de l'eau, on réduit également les coûts d'investissement sur ces types d'ouvrages. Le particulier peut apporter sa pierre à l'édifice en installant en domaine privé des systèmes effectivement d'infiltration, type puits d'infiltration, bassin ciel ouvert, tranchée drainante, etc. Historiquement, la première chose que nous avons faite ici, ça a été de faire un puisard en bas de la descente de garage, parce qu'en cas d'orage, les eaux ruisselaient beaucoup trop et il fallait une solution pour les récupérer. Ensuite, nous avons mis des petites
cuve de 500 litres, mais on s'est aperçu rapidement que là aussi en cas d'orage ça se remplissait très rapidement et que malheureusement on en perdait beaucoup, donc ça nous désolait. Et donc nous avons profité d'un aménagement de la maison pour pouvoir cette fois-ci avoir une solution beaucoup plus conséquente avec une cuve extra plate de 5000 litres et nous avons dérivé toutes les gouttières de la maison et de la nouvelle extension vers cette cuve de 5000 litres. Grâce à une pompe électrique qui amène l'eau sur un robinet à l'extérieur, ça va être déjà d'arroser le jardin en été. Et puis surtout, comme nous avons un système de bassin en circuit fermé, il y a une certaine perte quotidienne. Et donc l'idée, c'est d'utiliser cette eau pour réalimenter l'eau du bassin. Ma priorité, c'était quand même d'un point de vue écologique, c'est-à-dire de pas gaspiller l'eau. Et donc, bon, c'était une solution pour moi qui s'imposait, quel qu'en soit le coût, parce qu'il fallait absolument ne pas gaspiller l'eau potable du robinet. Alors j'espère que ces quelques exemples vous permettront de mieux comprendre ce qu'est le zéro rejet. Thierry, quelques mots de conclusion sur ces différents exemples ? Oui, on voit bien que ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'eau pluviale, c'est un élément naturel et que les dispositifs qu'on doit mettre en place pour trouver des solutions liées aux inondations doivent être des dispositifs très simples et le plus proche justement de ce phénomène naturel de l'eau de pluie. Merci Thierry. Et vous Catherine, donc pour vous le mot de la fin ? Alors le mot de la fin, je dirais qu'on s'inscrit dans une démarche citoyenne, c'est dans l'air du temps. On demande à chacun fait un effort à son niveau. Après, juste un petit bémol, la difficulté quand même réside dans la complexité de ce nouveau mode de gestion. Il ne faut pas oublier qu'il est vraiment à prendre en compte dès le début d'un projet. On doit combiner différents usages, donc pas que l'usage de l'eau. On doit pouvoir appréhender l'entretien futur de cet ouvrage. On doit faire un ouvrage rustique pour que ça puisse durer dans le temps. Et puis, tenir compte aussi d'un facteur qui nous échappe un peu, à savoir la capacité du sol ou la capacité du couple sol-plante, selon le fait que l'espace soit aménagé ou pas. C'est quand même une affaire sur laquelle il faut rester professionnel. Gérer la ressource en eau, c'est faire en sorte que le grand cycle de l'eau puisse fonctionner harmonieusement. Permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer là où elle tombe est un des éléments clés de ce grand cycle. Pour y parvenir, nous devons développer une attitude plus responsable, une attitude plus respectueuse de cette ressource dont nous ne sommes que les dépositaires et que nous n'avons plus le droit de gaspiller.